Alors, l'idée ce soir, c'est de vous parler de transformation digitale ou transformation numérique et d'innovation et discuter ensemble, en fait, dans quelle mesure cela peut contribuer à la promotion du géopatrimoine et de la géodiversité. Donc, l'idée, en fait, c'est d'abord de vous présenter qui on est, notamment IFP Énergie Nouvelle. C'est un institut qui s'est beaucoup transformé ces dernières années. Donc, je pense utile de resituer ces travaux dans leur contexte. Et puis après, on va regarder des technologies, tout un portefeuille de technologies qui peuvent servir à agrémenter la manière dont on communique sur le géopatrimoine et la géodiversité. Alors nous, on n'est pas du tout des experts de la médiation scientifique. On est très loin d'avoir cette pratique-là par rapport aux gens qui travaillent dans les réserves naturelles, les géoparcs et autres acteurs de la médiation. Nous, on se positionne vraiment comme des innovateurs d'un point de vue numérique pour les géosciences et on va réfléchir ensemble comment on peut contribuer à cet objectif de communiquer sur le géopatrimoine et la géodiversité en fournissant des technologies d'intérêt pour les acteurs de la médiation et pour s'intégrer dans leur pratique, dans leur communication au quotidien avec différents publics. Et donc, on présentera le portefeuille de technologies, quelques exemples concrets sur deux réserves naturelles avec qui on a travaillé l'année dernière, donc à Limay et puis à Pont-Barré, près d'Angers. Et puis ensuite, on parlera d'une initiative qui s'appelle Selena et qui vise un peu justement à réunir tous les gens qui travaillent autour du géopatrimoine, de la géodiversité et de la médiation scientifique en géosciences et qui sont curieux et intéressés par l'innovation numérique et la transformation digitale et comment elle peut s'intégrer dans leur métier, en fait. Donc, voilà un petit peu le menu. Donc, on va commencer par IFP Énergie Nouvelle. Euh, donc, on est un établissement, vous voyez, on est un peu moins de 3000 personnes sur deux sites, hein. Un à Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris, et puis un à Solèze, près de Lyon. Et en fait, on a un statut EPIC. Donc, le statut EPIC, c'est le même statut que le BRGM, que le CEA, que l'IFREMER. Ça veut dire qu'on n'est pas au statut fonctionnaire, mais par contre, on a un établissement public. Et nous, on dépend du ministère en charge de l'énergie. Et on fait trois choses. On est d'abord un organisme de recherche et d'innovation, donc la fameuse RI. On est aussi un centre de formation puisqu'on a une école, l'IFP School, qui vient donner des diplômes spécialisés post-master dans les métiers de l'énergie. Et puis, on est aussi un groupe industriel parce qu'on a des filiales qui, en fait, vont valoriser, eux, comme des entreprises privées, économiquement, les technologies qui sont développées dans la recherche et l'innovation. Donc, en fait, vous pouvez nous voir un petit peu comme à mi-chemin entre un établissement de recherche type universitaire, académique, et une entreprise industrielle de services logiciels plus classiques. Et en fait, le budget reflète assez bien ce chemin, ce positionnement intermédiaire à mi-chemin, puisqu'on a en fait, grosso modo, grosse maille, un peu moins de la moitié du budget qui nous vient d'une dotation de l'État, et puis un peu plus de la moitié du budget qui vient en fait de rentrées d'argent par les ventes de logiciels ou par les collaborations avec l'industrie. Et donc voilà, ça reflète assez bien ce positionnement intermédiaire entre le monde purement académique et puis le monde purement industriel. Et en fait, donc, sur les domaines d'activité, les plus âgés peuvent peut-être nous connaître sous l'ancienne dénomination Institut français du pétrole, parce qu'effectivement, on a été créé à la sortie de la guerre pour soutenir la stratégie nationale autour des hydrocarbures. Et puis, en fait, à partir des années 2000, fin des années 2000, il y a eu une très importante diversification en lien avec le changement d'objectifs à la fois des pouvoirs publics et puis à la fois de la société, donc sur les énergies renouvelables, la décarbonation.
Et donc, se sont ajoutés d'autres priorités et de nouveaux sujets. Et puis, à partir, je dirais, de 2018, en fait, cette diversification, elle est devenue carrément une transformation. Et donc, désormais, on a encore quelques activités sur des sujets ciblés autour des hydrocarbures et qui sont financés à 100% par l'industrie. Mais l'écrasante majorité des activités, en fait, s'inscrivent désormais dans les trois autres axes stratégiques, donc autour de la mobilité, autour des énergies renouvelables et puis autour du climat, de l'environnement et de l'économie circulaire. Là, vous voyez quelques listes de sujets qui sont traités dans l'Institut. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas tous en lien avec le sous-sol. On doit être une petite centaine parmi les 3000 à travailler autour du domaine des géosciences au sens large. Et donc, on a des collègues qui travaillent aussi sur la mécanique des éoliennes, sur la transformation de la biomasse, sur les moteurs électriques. Et donc, la diversité de métiers dépasse largement le cadre des activités sous-sol géosciences. Néanmoins, on a quand même une activité forte dans ce domaine-là, notamment autour de la géothermie, du stockage de CO2 et de plus en plus, depuis quelques années, autour de l'hydrogène naturel aussi, qui prend de l'ampleur. Donc, dans le détail, donc, comme je vous disais, on a beaucoup de métiers et notamment, on a deux grandes familles qui vont nous intéresser aujourd'hui, deux grandes familles de métiers. Un autour des géosciences et une autour des mathématiques et de l'informatique. Et donc, en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, bah, c'est la réunion de ces deux champs de compétences dont on a la chance d'avoir des représentants dans notre institut. Donc, le domaine des géosciences, des sciences de la Terre et toutes les disciplines qui les composent. Et puis, le monde des mathématiques et de l'informatique et de ce qu'on appelle de plus en plus souvent désormais bah, le digital. Et c'est en fait voilà, le sujet dont on va parler est vraiment à la confluence de ces deux champs disciplinaires. Voilà, donc en fait, dans ce cadre-là, Damien et moi, en fait, on travaille sur un projet de transformation numérique pour les géosciences. Donc j'ai le plaisir depuis 2020 d'animer une équipe dédiée à ce sujet. Donc en fait, l'objectif, c'est d'explorer comment les technologies qu'on dit de la transformation digitale, donc la science des données, l'intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'impression 3D, comment ce panier de technologies peuvent être d'intérêt et comment dire, faciliter le travail du métier géosciences et des composantes du métier géosciences, des activités en lien avec le sous-sol. Donc pour explorer ça, ben, on a une équipe avec les deux mondes réunis, donc des collègues qui viennent du monde sous-sol géosciences, hein, des géologues, mais aussi des géophysiciens, des anciens ingénieurs gisements, et puis des numériciens, des spécialistes voilà, de la science des données, du cloud, des ingénieurs logiciels. Et bah, moi, mon rôle à moi, c'est de faire travailler ces deux profils ensemble pour voilà, faire des innovations numériques qui servent aux géosciences. Et donc, en fait, dans cette équipe, on travaille dans deux grands axes bien distincts. Donc, il y a un volet industriel. Et en fait, finalement, ce projet, il reflète assez bien ce que je vous disais à l'échelle de l'IFPN en entier. Il y a un volet d'abord industriel où là, en fait, on va aller accompagner les géoscientifiques qui travaillent dans les industries en lien avec le sous-sol à utiliser le numérique, l'intelligence artificielle, la science des données pour gagner en efficacité dans leur travail de tous les jours. Donc là, notamment, on travaille avec différentes entreprises de l'industrie, notamment de l'énergie. Et dans un contexte de transition, en fait, ces compagnies, à la fois, elles doivent prendre de plus en plus en compte des contraintes environnementales et c'est tant mieux. Et donc, ces contraintes environnementales et également la transition vers des activités à moindre marge, hein, des nouvelles ressources énergétiques qui sont pas aussi, qui n'ont pas un aussi haut rendement que les ressources pétrolières. Ce contexte-là leur amène à devoir faire plus avec moins et donc l'efficacité et utiliser le numérique
pour aller plus vite sur des tâches de routine. C'est un levier important pour eux. Et d'autre part, elles sont aussi amenées à revisiter beaucoup les données qui ont été acquises, historiquement notamment pour des objectifs pétroliers, pour les revisiter pour du stockage de carbone, pour de la géothermie, peut-être demain pour de l'hydrogène naturel. Et dans cette revisite des anciennes données et utiliser au maximum les données qui ont déjà été acquises, là aussi, toutes ces technologies de la transformation digitale leur aient d'intérêt. Donc, on a cette activité-là avec ce type de professionnels des géosciences-là, mais aussi en parallèle, et c'est là où le projet, en fait, il reflète assez bien IFPN dans son ensemble, on a aussi un volet tourné beaucoup plus vers la société, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc, on va notamment là essayer d'accompagner la transformation digitale des acteurs du monde de la géodiversité, du géopatrimoine et de la médiation scientifique sur les géosciences. Donc là, on a quelques partenariats institutionnels. On avait un accord cadre avec l'UNESCO signé en 2021 jusqu'à 2024. Et là, on est en train de regarder les modalités de renouvellement de ce partenariat-là. On a une convention de recherche avec le Muséum national d'histoire naturelle et notamment Grégoire et Asma, avec qui on interagit maintenant depuis plusieurs années. Et puis avec l'Université de la Tasmanie, sur lequel également ils ont en fait une activité en Tasmanie de recherche et d'innovation centrée également sur les technologies du numérique pour ces objectifs-là. Et donc, on a aussi un accord de partenariat. Et c'est sur ce volet-là qu'on va zoomer ensemble pour vous présenter plus en détail en quoi ça consiste. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous faire un tour très macroscopique des exemples de technologies que la transformation digitale peut apporter aux activités de médiation. Et puis ensuite, je passerai la parole à Damien pour avoir plus de détails et puis des exemples aussi, notamment dans deux réserves naturelles à Limay et à Pont-Barré. Donc, la première technologie, elle était mentionnée en introduction, c'est l'application Rocknet. Donc, c'est une application mobile dont l'objectif est, à partir d'un modèle d'intelligence artificielle, de pouvoir prendre en photo une roche et d'avoir un premier niveau de reconnaissance du type de roche et puis un premier niveau de connaissance géologique très grand public donné. Donc, c'est venu de l'idée inspirée d'applications que vous devez bien connaître comme PlanteNet. Au départ, c'était un projet R&D un peu, comment dire, un side project, comme on dirait. Et puis, ça avance petit à petit et ça mûrit. L'application n'est pas encore librement accessible sur les stores, mais le modèle s'enrichit et dès qu'on atteint un seuil avec un modèle qui reconnaît je dirais une masse critique de type de roche avec suffisamment de confiance, l'idée c'est de la mettre à disposition large. Et puis elle est déjà accessible en mode plus prototype, phase de test pour les gens qui nous contactent directement, notamment dans le cadre des travaux avec les réserves naturelles dont on va parler. Donc ça, c'est la première technologie donc, qui se base sur l'intelligence artificielle pour diffuser un premier niveau de connaissance sur la science de la Terre à un public large en se basant sur leur curiosité pour leur environnement immédiat. Le deuxième type de technologie, c'est la réalité virtuelle, alors qui peut être à la fois non immersive, c'est-à-dire on est derrière son PC et puis on explore un peu comme dans les jeux vidéo un monde virtuel, ou alors immersive, où là on met le casque et on est complètement immergé dans ce monde virtuel. Et l'idée là, c'est pas d'en faire un monde imaginaire. L'idée, c'est d'intégrer dans ces technologies-là des modèles 3D, des affleurements, des géosites, pour pouvoir en fait offrir une visite de ces géosites aux gens qui ne peuvent pas se déplacer facilement sur place, et également avoir un mode d'interaction qui permet de facilement connecter des données entre elles. Notamment, on peut afficher sur l'affleurement des mesures physiques, des lames minces, des interprétations de manière plus interactive que dans le monde de réel, en fait. Donc ça, c'est la deuxième exemple de technologie. En lien avec celle-là, je vais parler de la réalité augmentée, qui est en fait un peu dans la même veine, sauf que là, en réalité augmentée, on est in situ, on est devant l'affleurement ou le paysage pour de vrai, mais par contre, avec son smartphone, on va pouvoir surimprimer à la réalité tangible qu'on observe des informations complémentaires, par exemple, qui peuvent aider à la lecture d'affleurement
ou de paysage. Et l'idée, pareil, c'est toujours de briser la glace, de démocratiser une certaine connaissance géosciences vis-à-vis de publics non spécialistes. Et puis enfin, l'impression 3D. Donc là, c'est la création, la production d'objets 3D qui peuvent représenter notamment les structures géologiques et qui peuvent notamment aider à la compréhension, encore une fois, pour des publics non spécialistes, à comprendre les structures 3D, la vision en 3D, l'agencement en 3D. C'est toujours quelque chose, nous, en géosciences, on peut être familier avec ça, mais qui est assez dur à transmettre pour des tiers non spécialistes. Et donc, ces objets en 3D imprimés peuvent y contribuer, y aider. Et le développement de l'impression 3D sur ces dernières années permet un peu, de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus démocratisée, de produire ce type d'objet comme on le souhaite. Donc, c'est un peu voilà, ce portefeuille de technologies sur lequel on travaille en mode R&D dans l'équipe. Et puis, je vais maintenant passer la parole à Damien pour qu'il vous en dise un petit peu plus sur chaque et puis ensuite vous explique comment elles ont pu contribuer déjà sur des projets concrets, notamment dans deux réserves naturelles. Merci Antoine. On va commencer par la première technologie qui a été décrite, qui est la technologie RUCNet. La technologie étant essentiellement une combinaison de deux éléments, qui est une intelligence artificielle dans une application mobile. On est parti du concept et de l'idée que la collection de roches est un élément très courant, à la fois chez les adultes et chez les enfants, avec une attirance pour les formes, les couleurs, mais euh, on a en fait derrière toutes ces lithologies et ces connaissances lithologiques un premier pas vers une compréhension des différents éléments qui ont formé ces roches et donc tous les aspects dynamiques qui sont reliés à ces roches. Donc c'est ce qui est un petit peu indiqué dans le schéma à côté qui est ce cycle des roches. Et donc leur origine permet de mieux comprendre comment les choses se sont formées. Euh, En offrant cette lithologie, bien sûr, on a envie et on a envie de développer une connaissance géologique qui permet une conscience de l'environnement abiotique et donc une nécessité de la protéger. Donc tout ça, on a fait avec l'aide du Muséum d'histoire naturelle depuis le début pour, entre autres, toutes les bases de données de roches qui sont nécessaires à un entraînement précis hein, de l'intelligence artificielle et de l'INESCO pour nous aider à fixer toute l'idée qui avait été faite. Donc, je vous propose déjà de vous expliquer un petit peu, même de manière assez succincte, le fonctionnement de l'IA, puisque c'est une discussion qui est un peu permanente dans la société en ce moment, mais l'IA fonctionne d'abord sur des bases de données, c'est-à-dire que sans base de données, on est incapable de travailler et l'IA est incapable de travailler. Donc la base de données a été au centre des travaux préliminaires qu'on a fait à IFPEN en collaboration avec le muséum et qui nous a permis ensuite d'entraîner toute une structure alors qui s'appelle du CNN, du Convolutional Neural Network, et qui permet maintenant de reconnaître 10 têtes roches basées sur 17 classes qui ont été introduites dans la base de données, qui étaient suffisantes pour un entraînement cohérent. Euh, et ces 17 roches que vous avez en partie basse de cette image sont reconnues par l'application euh, avec un taux de précision d'environ 90% sur les dernières versions qu'on est arrivé à produire sur la fin de l'année 2024. Tout ça est enrobé, bien sûr, dans une application. Hein, et cette application est maintenant ou sera bientôt disponible sous Android et iOS hein, gratuitement sur les stores dès qu'on aura fini de régler les derniers petits boutons qui nous permettent d'être sûr qu'elle fonctionne correctement et donc pourra être distribuée vers le grand public pour une identification de cette 17 roches dont on a l'ambition
de les augmenter et d'arriver à un petit peu moins d'une trentaine de roches qu'on considère comme étant le minimum pour une application cohérente. La deuxième technologie, c'est la technologie de réalité virtuelle, alors qu'elle soit immersive ou web. Et dans les deux cas, un des premiers éléments, dans Rocknet, c'était la base de données. Ici, il faut qu'on ait un matériel pour pouvoir travailler, un matériel digital, géologique, pour pouvoir travailler. Et cela se fait au travers des acquisitions par drone, des affleurements. Ces affleurements sont ensuite interprétés et on ajoute des informations pour une meilleure compréhension de l'environnement qui est observé. Et donc, on a ensuite deux technologies qui nous permettent de les diffuser, de les rendre accessibles, qui sont une première diffusion via immersive, donc au casque, avec des informations supplémentaires ponctuelles qu'on peut positionner. Il y aura des exemples un peu plus tard, hein, sur ce qui est possible de montrer. Et la deuxième étant euh, une réalité virtuelle sur l'ordinateur web. On est sur une technologie qui s'appelle Cesium dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est un espèce de Google Map, en fait, ou Google Earth. Donc on peut aller à n'importe quel point de la planète et aller voir les modèles que nous, on a mis dans cet environnement et pour aller les regarder et avoir des informations supplémentaires sur ce qui a été mis en place. Donc le rendu, voilà des exemples de rendu avec le casque. Donc on peut avoir des logs, par exemple, qui ont été pris, qui ont été décrits par des géologues. On peut avoir des traits et des surfaces qui sont colorées pour montrer des interfaces ou pour montrer des géométries. Et puis, on a des points ponctuels sur lesquels on peut mettre des informations supplémentaires, comme des descriptions lithologiques ou des interprétations. Et donc ça permet de créer ce qu'on appelle des field trips virtuels, qui permet d'être suivi sous les casques de réalité virtuelle. En web, donc c'est l'information que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est sur une technologie de type Google Earth, c'est pas Google Earth, c'est une autre technologie qui permet d'implémenter des éléments supplémentaires. Donc là, on a par exemple la visualisation dans cette techno d'une carrière. Et donc, nous, on vient apposer par-dessus ces éléments qui sont préexistants une couche qui est une couche qu'on a acquise avec le drone et qui permet d'avoir une géométrie réaliste, puisque avec les systèmes satellitaires, forcément, on écrase la topographie. Et donc là, on a une vision qui est bien meilleure de l'affleurement, qui est verticale par définition, enfin dans ce cas-là verticale, avec des niveaux de résolution qui évoluent au fur et à mesure où on se rapproche de l'affleurement. Donc on peut avoir ici, par exemple, un niveau de détail assez important permettant d'aller se promener littéralement d'un point de vue virtuellement dans la carrière en allant regarder des éléments géologiques. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'éléments supplémentaires qui ont été rajoutés, mais c'est aussi une possibilité de rajouter des discontinuités, de rajouter des informations dans cette technologie Cesium. La troisième, qui est en fait en lien avec la précédente, c'est la réalité augmentée, puisqu'on peut créer de l'information qui, au lieu d'être accessible à distance, est accessible sur site et qui permet d'avoir des points supplémentaires de reconnaissance. Donc on peut être, comme c'est le cas, alors c'est pas une technologie qui existe, on est en train de la développer en ce moment. Donc on a à gauche des informations qui sont sur un affleurement, mais on peut également faire ça dans le paysage. Donc avoir par exemple, dans ce cas-là, des nappages d'informations géologiques sur un paysage qui permet de développer l'information et d'avoir en autonomie
des visites de sites géologiques. Et la dernière technologie, c'est donc l'impression 3D avec la possibilité, alors ça c'était quelque chose qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire celle qui est en haut à gauche, une topographie en 3D. Et donc là, on est en train de mettre en place, donc c'est notre collègue Julien Schmitt qui met en place des versions colorées, c'est-à-dire avec la géologie imprimée par-dessus la topographie qui permet d'avoir une meilleure vision pour les visiteurs de l'environnement dans lequel ils se trouvent, qui, on pense, permet une meilleure approche plutôt que juste la carte géologique. Ça permet de briser certaines barrières de gens qui auraient du mal à s'approprier la carte et la replacer dans l'environnement. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de vraiment créer un lien avec le public et leur donner une vision 3D de l'élément qu'ils ont autour d'eux. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de deux réserves naturelles d'application de cas. Donc, la réserve naturelle de Pont-Barré et la réserve naturelle site géologique de Limay. Donc, la réserve naturelle du site géologique de Limay est environ de 70 hectares et elle est localisée dans une ancienne carrière de calcaire. Elle est située au sein du parc naturel du Vexin, donc au nord-ouest de la région parisienne, et permet une vision d'environ 35 millions d'années du Crétacé supérieur jusqu'à l'Éocène inférieur. Ce qu'elle propose et qui est très intéressant, c'est des grands fronts de taille. Donc le front de taille principal fait presque 25 mètres et une très grande diversité faunistique. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais un intérêt de ces deux réserves naturelles, c'est de faire le lien aussi entre la géodiversité et la biodiversité dans les deux cas. Les intérêts géologiques, donc on a le front de carrière principal nord qui permet d'avoir une vue assez large d'une structure de taille importante. Un affleurement calcaire lutétien qui est situé à l'ouest de la réserve, qui montre des formations sédimentaires. Et puis, un petit affleurement qui ne peut paraître pas très important pour les visiteurs, mais qui en réalité montre la transition entre l'Ibrésien et le lutétien. Les technologies digitales, dans ces cas-là, permettent d'accéder à tout moment de l'année, puisqu'il y a par exemple certaines périodes où l'accessibilité est limitée due à des nidifications, hein, et à distance si on n'a pas la possibilité de se déplacer sur ce site. Il y a eu une phase d'acquisition sur les différents affleurements qui nous a permis de construire des modèles numériques. Ces modèles numériques ont été utilisés déjà dans un premier temps, donc le fameux Cesium, Theria, Google Earth, c'est un type de représentation, et donc permet de montrer des interfaces, des structures, donc c'est ce qu'on voit sur la photo de gauche, mais également de montrer des documents supplémentaires qui ne sont pas sur l'affleurement, mais qui seraient de tailles différentes, donc par exemple des lames minces, dans ce cas-là, où sur la partie droite, on a la possibilité de mettre des petites vidéos. Donc c'est ce qu'on voit en haut à droite, sur la formation des dunes en milieu sous-marin. Et puis le contact yprésien-lutétien qui est un contact important. Les visualisations sont en cours de développement, essentiellement pour la réalité augmentée, hein, avec la possibilité pour l'instant qu'on a de mettre des points ponctuels, comme c'est visible à gauche de l'écran. Mais on est en train de mettre en place les systèmes qui nous permettront de montrer des choses en 3D à travers l'écran d'un smartphone. Et donc, toutes ces informations
supplémentaires dont j'ai parlé précédemment. Le deuxième cas est le cas de la réserve naturelle de Pont-Barré, hein, enfin des coteaux de Pont-Barré pour être précis, qui fait presque 30 hectares, avec un intérêt important qui est la discontinuité, une discontinuité hercynienne majeure, puisqu'on se trouve en partie sud du massif armoricain, à la jonction entre du protérozoïque, donc l'unité de Mauges, et du paléozoïque au nord avec l'unité de Saint-Georges-sur-Loire. Les séries sont très plissées, au nord très légèrement métamorphisées, hein, et avec un très haut niveau pardon, de métamorphisme quand on est sur la partie sud avec des micachistes et un sillon houillé bloqué entre les deux séries. Un premier élément à vous montrer, c'est la mise en place d'un modèle 3D imprimé a été transmis à la réserve et qui leur permet de communiquer auprès des visiteurs de la réserve. Donc on a pris des cartes géologiques qu'on a surimprimées littéralement surimprimées sur une topographie qui a été extraite des documents disponibles. Et pour finir, une version de RockNet spécialisée, puisque pour l'instant, le RockNet qu'on est en train de développer n'a pas de localisation géographique précise, mais tend à pouvoir détecter des roches de manière générique. Et donc là, on est en train de développer avec la réserve naturelle des coteaux de Bombaré une version qui serait spécifique à leur zone avec 6 lithologies précises qui ont été identifiées et dont on est en train de faire la collecte de la base de données pour créer un entraînement et ensuite générer une modification de l'application qui permettrait d'avoir accès à cette version spécifique. Et je vais laisser la main à Antoine pour finir la présentation. Ben, merci beaucoup, Damien. Donc, en fait, sur ces bases-là, ce qu'on en conclut, c'est en fait, ces innovations-là, nous, on adore travailler dessus, ça nous intéresse beaucoup, mais elles n'ont pas beaucoup de sens si elles ne sont pas en lien direct avec les besoins des spécialistes de la médiation. Donc là, notamment, bah, les conservatrices des deux réserves naturelles citées, mais également bah, les collègues du Muséum d'histoire naturelle ou dans des associations. Donc les gens qui, pour de vrai, les utilisent. Et en fait, c'est vraiment très important de pouvoir, d'une part, être guidé par les vrais besoins, les vraies envies. D'autre part aussi, pouvoir nous partager ce qu'on fait. On fait de la veille, on fait de l'innovation, des développements. Pouvoir aussi les partager pour donner des idées. Et puis avoir quelque chose d'assez interactif avec des retours d'expérience, des partages en continu en fait sur ce sujet. Et en fait, donc c'est un peu ce qui a motivé le lancement de l'initiative qu'on a appelée Selena. Vous vous souvenez que j'ai dit que enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était sur la slide, pour la partie industrielle, on a monté en fait un consortium justement pour accompagner les industriels dans leur transformation digitale qu'on avait appelé TELUS et qui est en cours depuis 2021. Et on s'est dit, bah, on va faire un peu dans le même esprit une communauté dans laquelle on va chercher à réunir les acteurs de la médiation scientifique sur les géosciences intéressés par l'innovation numérique et qu'on va appeler Selena. Donc, on a la déesse de la Terre et la déesse de la Lune donc dans ce cadre-là. Et donc, en fait, dans Selena, qu'est-ce qu'on ferait après avoir réuni bah, tous les gens qui sont intéressés, curieux de ces technologies, bah, continuer les développements, mais qu'on les continue en étant bah, guidés le plus possible par des besoins concrets et puis des retours d'expérience. Continuer aussi à les déployer sur quelques géosites comme les deux réserves dont a parlé Damien.
Et puis échanger via un site web, des newsletters, des ateliers, des événements, des rencontres, toujours en fait centré sur ce sujet de l'innovation numérique et la transformation digitale pour la communication sur les géosciences auprès du grand public. On cherche vraiment absolument pas à se substituer à tous les cercles existants autour de la médiation, bien au contraire. Par contre, on pense qu'il y a un intérêt à avoir un peu ce sous-groupe centré autour de cette partie technologie numérique. Donc, c'est l'esprit de Selena et avec un scope international. Hein. On vous dit qu'on a cet accord avec la Tasmanie. Il y a eu des échanges aussi avec euh, les îles Féroé. Enfin, c'est ouvert. Donc, en pratique, comment ça va se passer? On imagine qu'il y a un peu trois niveaux de contribution. En fait, ça peut être simplement, vous êtes curieux. Là, comme ça, vous savez pas, mais ça vous intéresse de rester au courant de ce qu'on développe, de ce qu'on fait, des projets qui se lancent. Donc là, c'est un peu le statut qu'on a appelé abonné. Euh, donc, à être invité aux événements, recevoir les newsletters, accès au site web à venir, hein, le site web, etc. Et puis après, on peut monter d'un cran plus haut et dire, en fait, ah oui, non, mais ça, il y a vraiment un intérêt. Et puis, vous seriez d'accord, comme les réserves naturelles dont on a cité, pour contribuer à des projets. Donc, ça peut être soit contribuer à des projets de développement techno, comme le muséum qui a fourni des échantillons et des photos de roches pour alimenter l'IA de Rocknet, ou alors, comme les réserves de Limay ou de Pont-Barré, à des utilisations concrètes des technologies sur leur site, qui nous sert en fait aussi de terrain d'expérimentation pour monter en maturité sur cette technologie, mais guidé par les besoins concrets et par les spécificités d'un vrai site, d'un vrai territoire. Et dans ce cas-là, donc ce qu'on appelle partenaire. Et la bonne nouvelle, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on est vraiment inscrit dans la partie financée publique, étatique de IFPEN. Donc, on est sur ce qu'on appelle nos fonds propres. Et donc, c'est vraiment gratuit d'être soit abonné, soit partenaire dans cette communauté. L'idée, c'est absolument pas de faire payer pour IFPEN par tous ces acteurs dont on sait en fait qu'il y a regorge d'idées et d'énergie, mais dont les budgets sont limités. Donc vraiment, ces deux modes de participation, que ce soit abonné ou partenaire, c'est sans flux financier, c'est gratuit. La seule chose, c'est une convention. Alors, une convention qui fait un petit peu peur, mais c'est une convention d'une dizaine de pages qui cadre en fait le fait que vous n'allez pas revendre les technologies qui vont être partagées à d'autres ou créer votre start-up en reprenant. Voilà. Il y a tout un cadre un peu droit des affaires pour lequel notre service juridique, on est quand même une institution hein, qui est vigilant. Mais encore une fois, il y a pas de, c'est gratuit et au contraire, le plus de participants donnera le dynamisme de cette communauté. Ensuite, si ça marche vraiment très très bien, le pire qu'on peut se souhaiter, c'est d'avoir justement trop d'envie, trop de participants et trop de demandes de déployer cette technologie sur des terrains concrets. Et dans ce cas-là, nos fonds propres vont pas suffire. Et donc, là, ce qu'on envisage, c'est pouvoir aller démarcher soit des guichets publics et des appels à projets, soit des entreprises qui vont faire du sponsoring en mode un petit peu, voire mécénat, en fait, pour venir contribuer financièrement. Et dans ce cas-là, on pourrait passer à l'échelle et monter en ambition. Et donc, en allant chercher ces financements tiers, on pourrait être encore plus ambitieux et pouvoir, au lieu de faire, voilà, là, on a travaillé avec 2 réserves, on va peut-être travailler avec 4, avec 6, avec 8, développer l'équipe. Et donc ça, dans un deuxième temps, après avoir réuni les abonnés et les partenaires dans le monde de la médiation scientifique, on pourrait ensemble aller chercher des financements tiers pour monter en ambition. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le cadre sponsor. Mais voilà, donc là, en fait, le message principal qu'on voulait passer pour ouvrir la discussion, c'est que dans cette communauté Selena, on est en train de la lancer. Il y a les partenariats existants qu'on a cités et puis la réserve de Bombaré qui a institutionnellement signé cette convention. Il y a cette convention qui circule
chez d'autres acteurs avec qui on travaille. Et l'idée, c'est le plus tôt possible de pouvoir la lancer formellement avec voilà, des premiers contributeurs et puis pouvoir mettre en place ce cadre d'échange et de partage autour de la transformation digitale pour la communication sur les géosciences auprès du grand public. Voilà, donc sur ce message final, eh ben, on est ouvert à toutes les questions. Ben voilà, donc on va pouvoir répondre aux questions. Et puis je vous ai mis les liens. Donc le lien vers le site institutionnel de IFP Énergie Nouvelle. Donc là, c'est communication corporate sur tout ce qui est fait dans l'Institut, ce qui vous permettra aussi, si vous l'avez connu il y a 10, 20 ans, de voir tous les nouveaux sujets qui ont émergé suite à la transformation de l'Institut. Et puis, plus précisément, bah, sur Selena, il y a une adresse email générique que vous avez là, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé. Et puis, j'ai mis mon adresse pro personnelle aussi, puisque je coordonne en fait l'équipe et si vous préférez, voilà, voilà. Mais les deux emails, dans tous les cas, fonctionnent pour en savoir plus sur IFPN et sur cette initiative Selena.